votre bouche quand vous parlez. Attention, je peux pas prendre mon casque. Et pourquoi Est-ce que tu peux me rendre un service dans mon sac dans le placard? Comme ça, il y a un casque. vous entendez quand vous parlez. Si vous allez en dehors du micro, vous l'entendez quand vous mettez le casque. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de le mettre juste pour me dire bonjour, c'est pas la peine. T'es prête, c'est bon? Ouais, je suis prête. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Toute l'équipe chez nous est au complet. Par contre, effectivement, gros problème comme pour vous, pour aller travailler, gros problème pour nos invités à venir. Je ne sais pas comment la semaine va se passer. On va faire notre émission au gré du vent, selon les soucis de transport. En tout cas, aujourd'hui, information, culture et handicap sont les sujets du jour. Bienvenue au bar de l'économie. Rejoignez-nous tout de suite sur Facebook pour voir nos invités en live, en vidéo. Page Bar de l'économie, bien sûr, et bien sûr la FM 98.0 ou la web radio sur Internet, idfm98.fr. En tout cas, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir Karine Braham-Chat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes art thérapeute intervenante auprès de l'Institut médico-éducatif Jacques Marot, pour qui vous donnez des cours de théâtre, car dans la vie civile, vous êtes salarié au lycée Notre-Dame, vous vous occupez des relations extérieures et vous donnez également des cours de théâtre aux lycéens, ça fait du bien. Et puis à vos côtés, Frédéric Zaoui, bonjour. Bonjour. Frédéric Zaoui, vous êtes directeur du pôle enfance du Val d'Oise pour l'ADAPT, une association nationale, bien sûr. On en parlera ensemble. On fera un petit point sur l'ADAPT en Val d'Oise. Vous dirigez l'Institut Jacques Marot, justement. C'est le handicap spécialisé sur les déficiences intellectuelles. Et vous faites ça déjà depuis 15 ans. Et puis à nos côtés va nous rejoindre Marie Ménestrier, qui est encore dans les embouteillages. Elle est directrice de l'abbaye de Maubuisson, un nouveau site d'art contemporain du Val d'Oise. Elle fait l'école des Beaux-Arts de Lyon et elle sera avec nous dans quelques minutes. En tout cas, n'oubliez pas notre grand jeu jusqu'à Noël, à gagner 2 packs sécurité et sérénité par semaine. Et pour jouer et participer, vous nous contactez par Facebook, tout simplement. Et puis quand on peut faire des émissions de la matinale entre 7 et 9, vous jouez avec Christophe Caron, c'est valable toute la semaine. Alors, comme d'habitude, les premières infos du jour. Le premier sujet porte sur ce qui nous embête tous en ce moment, la grève suite au projet de réforme des retraites. La grève qui se poursuit, c'est le bras de fer entre les partenaires sociaux et cela pourrait durer jusqu'aux vacances scolaires. D'après nos informations, les syndicats, comme en 1995, ont financièrement de quoi tenir 5 semaines. Alors j'ai rencontré Alain Richard, sénateur du Val d'Oise, c'était vendredi soir, c'est l'homme clé dans le financement des communes. Donc je lui ai demandé ce qu'il pensait du projet et qu'il nous explique cette réforme. Voici son explication sur le projet de réforme des retraites, qui est donc toujours en discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Les premiers problèmes, c'est les problèmes sociaux. Là, c'est carrément trop près du micro. Ça fait. Oui, le président. Je vais m'éloigner, pour une fois. Et vous essayez pas? Vous avez pas bougé? On a plus de force dans la voix quand on est debout, moi je trouve. Sinon, si on est assis, on s'endort. D'accord, ok. Non mais vous, c'est pas grave, parce que vous allez parler... mais moi, je garde mon ton du début, je le garde pendant 1h30. Et donc moi, je trouve que si on s'assoit, on se détend, et après, la voix, elle baisse. Non? Non, mais c'est très bien, parce que je trouve pas, c'est hyper dynamique, en fait. Alors quand on regarde dans la radio, on peut s'imaginer qu'on n'est pas dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Les prochaines générations pour savoir si le système de retraite. De toute façon, moi j'ai beaucoup d'énergie du personnel. J'ai pas besoin de prendre de la vitamine C. Là. Si je prends de la vitamine C, je ne dors pas de la nuit. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie. C'est comme ça. Tiens, par exemple, ça, tu pourras nettoyer les carreaux. C'est bon. Je l'ai fait pour l'année, je ne reviens plus avant le mois de juin prochain. Ça va le rester. On était en direct. Ouais, mais ça faisait pas de bruit. Arrête, menteuse. On était en direct, elle est venue avec sa raclette, elle fait leur carreau ici. On se regardait, mais avec Christophe. C'est pas possible. Ce jour-là, j'étais. Je ne comprends pas quand un truc est sale, quand il y a de la vaisselle.
Parce qu'ici, vous êtes dans une radio, on n'est que des bénévoles. Donc le week-end, il y a toute une équipe qui vient de jeunes, on est une soixantaine de bénévoles. Donc vous avez n'importe qui vient vous le faire. Alors c'est moi le lundi matin qui arrive la première, qui veut faire la vaisselle pour tout le monde. Oh, ça va, moi, je pense pas quand mes invités arrivent, c'est de voir ce J'ai bazar. pas refusé tous les trucs. Donc voilà. Ça va ouvrir le soir. Si, les Je techniciens. travaille pas en général. Dans l'Oise. Il y a 3 techniciens. Christophe, qui fait donc les deux. Hein, j'ai mis des réunions. Un qui s'occupe de la salle là-haut. 40 minutes, mais bon, ça va. C'est la salle informatique en fait. Mais le problème, c'est que non, mais c'est ici, c'est plus bien. Mais direct. Parce que si je regarde dans le parking, je vais voir avec la mère, madame la mère, d'avoir des places de partout. Ouais, il y a échange de discours. Moi, il me faut une place, moi. Vous me direz. Je veux une place. Bah oui, tiens. Mais oui, mais il faudrait que tu viennes tous les jours en voiture. Bah, c'est pas grave, je mets autant de temps en voiture qu'en train. Non, mais c'est vrai, c'est. Pourquoi tu ne gardes pas là? Mais non, mais il y a Francky déjà. Devant, sur le bateau, tu mets un Non, petit le peu. bateau, attends, c'est galère. Moi, la voiture, elle T'as est une plus grande. grosse voiture? Elle est plus grande que celle de Francky. Bah, pourquoi tu ne mets pas d'abord là à la place de Francky? Non, Francky mais devant? Francky, il arrive le matin à 6h. C'est trop galère. On n'a qu'un boîtier, hein, il n'y a pas de. Parce qu'à l'heure actuelle, d'année en année, Non, c'est ça le problème ici pour se garer. Ah oui, c'est vrai que. en 2020, enfin 2019, mettons, ont une retraite plus élevée en moyenne que ceux qui sont rentrés en retraite en 2018 et que ceux qui sont rentrés en 2017. Oui, après c'est le pouvoir d'achat direct qui se plaignent parce que le pouvoir d'achat n'est pas. Il n'évolue plus ensuite, ça c'est vrai. Mais en revanche, le pouvoir d'achat Vous êtes du déjà retraité nouveau est supérieur au pouvoir d'achat du retraité d'il y a 5 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un système où tout le monde est dans le même système qui est géré en commun, il a forcément son équilibrage qui est en discussion permanente, parce que ce qui est quand même cocasse dans l'ambiance de manifestation d'aujourd'hui, c'est que nos partenaires sociaux sont parfaitement d'accord pour gérer et sont très responsables par rapport à Ouais, bah, quand t'as mis ta le système de la complémentaire exactement comme on propose à faire pour les retraites de base. c'est cher. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quand on a mis la retraite à 60 ans, C'est facile. alors qu'elle était à 65 ans, Christophe, là, je sais pas comment il va faire. Il la fait retraite d'un seul coup. Mais il était pas là, Pour les Non, il n'est retraites pas là, mais comment il va ils ont faire? été Il se capables. prend des invités, Par il concertation, n'est pas là. négociation pas facile, Ça va, vous avez de la chance ce d'adapter matin. le système de retraite complémentaire en quelques Il années. fait que demain il est pas prévu. Normalement, c'est lui qui doit faire La ça. retraite à 60 ans. Là, il va Et arriver. de même avec les mesures qui ont été reprises plus tard. Ça, il a pas dit. Ce matin, il a plus. Donc c'est au fond le modèle réduit de ce que sera le système de retraite universel, c'est les retraites complémentaires. Et je rends hommage à l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux. Je note en particulier que celui qui est alternance entre le patronat et le syndicat, Jeudi matin, je ne sais pas, là, ce que je viens de dire, je l'attends. le travailleur, Non, parce que tu disais que les invités qui de force ouvrière, Vous avez- qui trouve tous les défauts au même système quand il s'agit d'appliquer à tout le monde. Combien de minutes? Ah, c'est-à-dire Parce que quand même l'âge de la retraite est un gros souci disait par qu'elle les avait des invités qui venaient de Lyon, sociaux. j'ai dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pour... Bon, il faudra bien de toute façon un âge Mais vous minimum, êtes sur la photo là. mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ouais, pour oui, sûrement, libéraliser beaucoup plus ceux qui ont encore la santé et l'envie de travailler plutôt que de mettre un palier limitatif J'ai une émission le jeudi. monétaire, je veux dire. Le deuxième jeudi de chaque mois. L'âge pivot, il applique exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez Il y a un invité, si là, vous c'était prolongez Louis, 2 c'est en 3 Brest ans que de je travaille. activité professionnelle, vous avez plutôt un taux de retraite qui augmente. Imaginons que l'âge pivot soit 63 ans Ouais. et qu'en 63 ans, la T'as personne se écouté trouve une émission de tennis? sa retraite, mais on lui demande de travailler encore. C'est qu'on alterne Oui, mais le c'est temps très une fois cher. par mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas libéraliser un peu plus ces cas de figure? Oui, mais L'émission de tennis, ça crée une concurrence pour l'emploi c'est trop chaud. qui est un peu difficile parce que C'est carré. quelqu'un qui va continuer à occuper un emploi, Petit jeune, le cadre, c'est En ce moment, c'est la guerre d'État. C'est Ça surtout. rappelle les gens de 50 ans pour C'est bien, c'est bien oui, construit, mais ça c'est dépend bien des niveaux de fait. responsabilité. Dans les emplois de base, au contraire, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avant parce qu'il y a des difficultés physiques ou psychologiques, les gens sont En même temps, ce qu'on appelle en inaptitude.
En principe, là, oui. Par contre, il y a une proportion. Mais comme j'en ai, deviennent chômeurs. il faut que je les appelle. Je leur ai envoyé un mail hier. Mais oui, Dominique Flora, il habite à côté, il sera là. Moi, je ne serai pas là parce que j'accompagne mon fils à son concours. Et je reviens dès que je peux, mais je ne serai jamais à l'heure pour l'émission, moi, jeudi. En disant les gens qui ont fait les périodes de travail de nuit, de travail exposé à l'extérieur, de travail sur que les je devais recevoir. il y a toute une nomenclature. On voit à des 5 années des semaines. bonifications. Ça va être la galère pour 5 semaines, sûr. Non, ça va être la galère jusqu'à Noël. Dans le système généralisé, C'est ce ça qu'ils ont s'applique prévu jusqu'aux vacances scolaires. Et monsieur, et le président, il le sait, tout ça, il le sait. Non, mais attendez, ça va dépendre des annonces de mercredi, tout ça. Très favorable. Là, il nous dit tout ce qui va Les être professions en annoncé question mercredi. avec une très forte pénibilité. Et les gens qui sont dans des métiers comparables, mais qui sont dans le régime général, et Edouard Philippe nous fait toujours sourire en disant le conducteur de bus de Ils ont l'RATP, prévu de durer jusqu'au il a 20 décembre. une retraite élevée qui peut prendre Jusqu'au 20, c'est la le galère. conducteur de bus du Havre, lui, il Mais est s'ils veulent, ils peuvent durer 7 semaines. C'est ça. que n'importe quel salarié, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 63 ans. Cela dit, je et me mets à la une place retraite du à 50%. président, du Donc si gouvernement. on fait rentrer Plus ça dure, plus complètement ça la se retourne contre pénibilité eux. dans le système, ce sera un gros débat parce qu'il y aura tout le monde qui dira est-ce que moi je suis mon métier pour ma Mais j'en ai un peu marre de payer une personne. l'appréciation difficile, enfin il y a des données scientifiques. Non, mais quand je me Des déplace, en ce moment, j'ai pas de voiture, il faut des taxis, j'ai C'est machin. des grèves, non L'adoption des régulations, sur laquelle on va négocier la durée, c'est évident, se fera en équilibrant les compensations dans l'âge de la retraite au même niveau de pénibilité, si vous voulez, les gens auront le Je ne même sais pas avantage. comment on va de faire retraite mercredi et jeudi. Alors, vous parliez tout à l'heure des caisses L'institut 30. comment dire, indépendants. Ouais. Et quand on regarde la caisse des avocats où il y a 2 milliards de bénéfices, je suppose que là c'est quand même une manne pour l'État pour équilibrer tous ces régimes. Oui. Moi, je défends. Même la moto, je n'ose même pas la prendre ce matin. Je veux dire, ce matin sur le tour, laisse tomber. Non, mais c'était pas possible. C'est à se tuer, hein, c'est pas la peine. Nous aurons une Je carte vais pas prendre ces risques-là. mais Mais t'as raison, ça. spécifique des travailleurs. Oui, mais c'est vous tout pouvez rouge, pas. là. Vous ne pouvez pas ne pas aller travailler jusqu'au 20 décembre, imaginez, vous ne pouvez pas. Non, mais nous, on a de la chance, on peut s'arranger entre nous. Là, c'est pas possible. Non, on peut enregistrer, là. On peut faire des Oui, mais choses. ceux qui vont travailler à Paris, ils ont pris leur journée de Non, mais c'est sûr. vendredi, vendredi, C'est difficile. lundi, ils essaient. Vous voulez faire un commentaire sur les infos? T'as vu, J'ai oublié regarde, de vous le dire. c'est tout rouge. Des niveaux de cotisation qui ne sont Ouais, pas c'est l'équivalent. Donc s'il y a des infos sur lesquelles vous voulez faire un commentaire, vous pouvez faites un signe. Je vais en dérouler plein. 30 secondes, attention. Parce que par exemple, les avocats, ils n'ont pas que 14% de charge. Voilà. Je m'éloigne du micro. Je pense que c'est inévitable qu'on ait un compromis, éventuellement nuancé suivant les professions indépendantes, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs, et dans lequel on admettra une notion Je saurai mon pour plein, accepter 67 ans. une retraite, Mais comment vous avez déjà reçu un papier? mais Je sais pas, à 40 ans, ça avec une cotisation, soit un papier. je pense qu'on sera obligé de leur laisser une part de choix. Merci beaucoup, monsieur le ministre. D'accord. Tout un plaisir. Eh bien, vous avez entendu, c'était Alain Richard, sénateur du Val d'Oise. On peut retenir de cette interview que l'âge sera donc toujours un problème, que le gouvernement va sans doute modifier sa position pour les travailleurs indépendants et que le partenaire à convaincre, c'est la CFDT. Édouard Philippe, donc, devant faire des annonces mercredi. Eh bien, on attend pour voir s'il y aura, après mercredi, poursuite ou pas de la grève. Autre info du jour, c'est Julien Bayou, qui est le nouveau secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et qui a été élu avec 92,6% des voix. À 39 ans, il succède ainsi à David Cormand. Il est conseiller régional d'Île-de-France, mais il n'aura que 7 postes dans l'exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Les 8 autres iront proportionnellement à Eva Sass, Alain Coulot-Bel, Philippe Stanisière, ses concurrents et Dauphin. Celui de secrétaire national adjointe revient à l'ex-porte-parole, Sandra Régol. Autre info au bar de l'économie, eh bien la SNCF, ça y est, n'est plus en situation de quasi-monopole depuis la semaine dernière et ce après 82 ans d'exploitation. L'ouverture à la concurrence en matière ferroviaire est possible, mais ce marché ne va pas ouvrir ses portes d'un seul coup. Les autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire l'État, les régions qui le désirent, peuvent lancer des appels d'offres auprès d'entreprises privées, mais donc c'est l'État et les régions qui le désirent, qui vont quand même décider
pour exploiter une ligne subventionnée en région. À l'issue d'une procédure de mise en concurrence, l'État et les régions pourront confier le soin de faire circuler des trains sur une ligne choisie. Et c'est donc la région qui fixe quand même le montant des subventions, le nombre de trains par jour, le prix du billet. Exactement comme elle le fait aujourd'hui avec SNCF Mobilité. Seule l'exploitation pourra être confiée à un exploitant privé. C'est ce qu'on appelle la concurrence pour le marché. Autre info valdoise, eh bien c'est l'ouverture du tronçon de la 16 depuis quelques jours, mais la fin des travaux se fera en février 2020. Depuis le 15 novembre, le nouveau tronçon d'autoroute et une partie de l'échangeur de la Croix-Verte a été mis en service. Il y a donc moins d'embouteillage pour les Valdoisiens. L'autoroute est maintenant reliée à la Francilienne vers Roissy sans obstacle. Il reste encore à réaliser la bretelle de jonction de la 16 vers la D301, c'est-à-dire vers Paris. Les prochaines étapes des travaux du prolongement de la 16 consistent à réaliser la bretelle de jonction vers la D301. Elle devrait être mise en service fin décembre si les conditions météo sont favorables et elle restera à compléter la couronne de 8 ronds-points qui entourent l'échangeur de la Croix-Verte et ça devrait avoir lieu d'ici fin février. Autre info valdoisienne, c'est également l'ouverture du nouvel incubateur. Il se nomme La Turbine. La Turbine, souvenez-vous, j'avais reçu l'ancien président du conseil départemental devenu sénateur à ce sujet, c'est-à-dire Arnaud Bazin. Alors la Turbine, ça y est, elle ouvre ses portes. Elle est à la fois pépinière et hôtel d'entreprise à Cergy-Pontoise. Le département a investi 2 millions d'euros pour ce faire et la région 1 million. Cet nouvel incubateur vise à favoriser les rencontres entre les entreprises, les étudiants et les chercheurs. Les entreprises pourront y trouver plus d'une centaine de bureaux, mais aussi et surtout de nombreux services comme reprographie, salle de réunion, accueil, restauration, espace de convivialité, ainsi qu'un accompagnement dans leur croissance à l'aide du gestionnaire Starlab que nous recevons jeudi à ce micro si les grèves nous le permettent. Et puis bien sûr, il y aura de nombreux partenaires qui seront à la Turbine. Il y aura les banques, l'INPI, des experts comptables, des fonds d'investissement, des chercheurs, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, on verra jeudi si on peut en savoir plus. En tout cas, la Turbine dispose de 5000 m², des ateliers à vocation industrielle à Chenevière et un atelier de création au sein de l'abbaye de Maubuisson, dont on va parler bien sûr avec Marie Ménestrier qui est avec nous aujourd'hui à ce été approuvé par les eurodéputés ce jeudi 14 novembre, après le rejet, bien sûr, j'en ai déjà parlé, de celle de Sylvie Goulard. Il devient commissaire européen, a annoncé Stéphane Séjourné, chef de file de la délégation française au sein du groupe Renew Europe, RE quoi, en abréviation. Le choix de l'ancien PDG d'Atos a été approuvé par la droite, les PPE, par les libéraux et les centristes, c'est Renew, par les socialistes, SED, et par les conservateurs, ECR. La gauche radicale, les écologistes et l'extrême droite minoritaire avaient, eux, demandé que des clarifications supplémentaires lui soient réclamées par écrit. Il a dit, et je cite, « J'ai hâte de me mettre au travail pour mettre en œuvre la vision que j'ai développée devant le Parlement européen ». Il a déclaré ceci auprès de l'AFP. Thierry Breton est le premier grand patron de l'histoire de l'Union européenne à devenir commissaire européen. Je rappelle qu'il a été ministre de l'économie de 2005 à 2007. Il possédera donc un large portefeuille économique, politique industrielle, marché intérieur, numérique, défense et espace, incluant des sujets comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou les supercalculateurs directement en lien avec son ancienne entreprise Atos. Autre info pour ceux qui s'intéressent à l'Europe, eh bien, les enfants finlandais apprennent l'égalité au quotidien grâce aux tâches ménagères. Les cours dispensés dans toutes les écoles du pays sont obligatoires. Cela s'appelle l'économie domestique. Filles et garçons apprennent ensemble à plier des draps pour qu'ils ne se froissent pas, à faire de la cuisine ou du repassage. C'est plus facile que les maths, a estimé un élève dans un reportage que vous pouvez revoir sur France 3. Ce qui diffère par rapport aux Français, c'est aussi le fait que les résultats des jeunes Finlandais sont parmi les 5 meilleurs au monde, alors que la France se classe à la 23e dans le classement PISA. C'est le classement du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, fait par l'OCDE. Pourtant, à 15 ans, un jeune Finlandais a eu 2000 heures de cours de moins qu'un Français et il n'a pas de note avant l'âge de 12 ans. Le classement PISA
réalisé par l'OCDE est fait dans 79 pays sur 600 000 élèves de 15 ans sur la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et scientifique. Et c'est la Chine qui arrive cette année en tête de ce classement. Il porte sur des tests réalisés en 2018, en France sur 6 000 jeunes seulement. Donc la qualité de cette enquête, bien sûr, est reconnue par tous et ses résultats tous les 3 ans depuis sa création en 2000. Ils sont scrutés de près, bien sûr, par les ministères de l'Éducation. Mais compte tenu des délais, cela signifie que l'étude porte sur des politiques publiques du ministère de l'Éducation qui ont été décidées il y a environ 10 ans entre la décision et la mise en œuvre. Et puis, bien sûr, le résultat. On regrette bien sûr que la France soit à cette position, je vous l'ai dit, 23e, mais on sait que la créativité des Français, lorsqu'ils travaillent, est très appréciée. Alors, autre nouvelle à l'international, cette fois, eh bien, au Japon, le code vestimentaire féminin en entreprise, eh bien, est souvent sexiste. Les femmes ont l'obligation, bien souvent, de porter des jupes serrées et des talons hauts. Et si l'on veut être réceptionniste, eh bien, il ne vaut mieux pas porter des lunettes. L'actrice japonaise Yumi Ishikawa fait campagne contre l'obligation de porter des talons hauts au travail et contre l'interdiction du port de lunettes pour les femmes. Sa nouvelle pétition sur les lunettes a fait des émules et sa campagne contre les talons hauts a été baptisée Kutsu, jeu de mots utilisant le terme kutsu, chaussure, et le terme kutsu-u, douleur, un néologisme qui a acquis sa place dans le classement 2019 des mots marquants chaque année écoulés au Japon. Une jeune femme de 28 ans a rapporté qu'il lui avait été dit de ne pas porter de lunettes, le manuel de son entreprise précisant qu'elle devait donner au visage une expression de froideur. Elle dit « Je porte des lunettes depuis 10 ans car je souffre du syndrome de l'œil sec ». Et elle s'inquiète bien sûr d'une aggravation possible de son mal si elle n'a pas de lunettes. Le responsable d'une agence de travail temporaire a lui aussi confié qu'il recevait de certaines entreprises des demandes d'interdiction de se teindre les cheveux qui devaient être noirs au Japon. Les inégalités entre hommes-femmes restent profondément ancrées. Au total, 30% des femmes ayant des enfants travaillent contre 50% dans les pays de l'OCDE. C'est un rapport sur la parité homme-femme qui a été publié par le Forum économique mondial. Allez, je finis les infos en humour. Au Japon, toujours, un homme arrêté pour avoir appelé 24 000 fois en 2 ans le service client de son opérateur téléphonique. Et oui, le retraité de 71 ans reprochait à l'entreprise de ne pas avoir respecté son contrat. Il a été arrêté pour délit d'entrave à une activité commerciale normale selon la police japonaise. Il appelait en moyenne 33 fois par jour. Cependant, pendant la seule semaine précédant son arrestation, il a appelé 400 fois le service de cette société. Il voulait tout simplement que les salariés viennent lui présenter des excuses pour avoir violé son contrat. Et il faut un peu d'humour dans cette information économique. On termine nos infos du jour avec le débrief sportif. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Mais vous savez que c'est fragile ces petites bêtes-là. Et qu'il ne faut surtout pas les froisser parce que sinon elles peuvent faire leur boudin dans leur coin. Mais qui donc ? C'est un peu ce qui est arrivé à Kylian Mbappé samedi soir à Montpellier quand son entraîneur Thomas Tuchel lui a demandé de quitter le terrain. Il n'était pas content, mais pas content du tout, champion du monde, de laisser ses partenaires. Il avait sûrement oublié qu'il avait été totalement nul lors de la première période, mais lui, il n'avait pas oublié qu'il avait inscrit le deuxième but de la victoire parisienne à Montpellier 3-1. Et du haut de ses 20 ans, il a donc fait son petit caca nerveux. Bien sûr, je me moque parce qu'on parle là d'un joueur de classe mondiale et qu'aucun joueur, quel que soit le niveau, n'aime pas être remplacé. Alors encore moins quand on s'appelle Mbappé. Mais je l'ai dit, l'attaquant du PSG est un enfant de 20 ans et il est quand même suffisamment lucide pour analyser la situation. Il faut quand même préciser que Mbappé est sorti à la 90e minute, c'est-à-dire à la dernière minute de jeu. Alors, pas de quoi non plus en faire un psychodrame, mais bon, l'affaire est à suivre quand même. À des années-lumière du Paris Saint-Germain, le leader du championnat de France, il y avait ce week-end le 8e tour de la Coupe de France avec tous ces petits clubs qui se battent pour arracher des exploits. L'Entente Sannois-Saint-Gratien, qui évolue en CFA, c'est-à-dire la 4e division, n'a pas réalisé d'exploit, mais a fait le boulot en éliminant l'équipe de Croix Football 1-0 qui évolue au niveau régional. Pas de quoi sauter au plafond, bien sûr, mais juste le droit de rêver un match contre le PSG, avec Mbappé, peut-être s'il a fini de faire son boudin. On laisse le football et le Paris Saint-Germain pour parler rugby. Et si le Racing 92 est à la peine en championnat, en revanche, l'odeur de la Coupe d'Europe lui donne des ailes. Il s'est imposé largement contre les Ospreys, 49,
et se trouve en position idéale pour se qualifier pour les quarts de finale. Le Stade Toulousain est également bien placé pour poursuivre l'aventure après sa victoire sur Montpellier hier après-midi. En boxe, il y avait samedi en Arabie Saoudite un combat très attendu. Un championnat du monde des poids lourds, c'est toujours l'annonce de gros frissons. Samedi, ce combat opposait l'Américain Ruiz à l'Anglais Joshua. Il y a 6 mois, Joshua, tenant du titre, avait été mis KO à la surprise générale par Ruiz. Samedi, c'était donc la revanche. Alors, bien sûr, Joshua est reparti vainqueur avec ses ceintures, mais ce combat a été décevant avec un minimum de prise de risque. Joshua s'est contenté du minimum, mais donc cela suffit pour s'imposer. Pour terminer, vous vous souvenez, Florence, que la semaine dernière, je vous parlais de l'équipe de France de handball féminin, qui avait très mal entamé le championnat du monde qui se dispute actuellement au Japon. L'équipe de France avait une petite chance de s'en sortir, mais il faut croire que cette chance était trop petite. Et la défaite contre le Danemark, a condamné les Françaises qui se retrouvent donc éliminées, elles qui sont quand même championnes d'Europe et championnes du monde en titre. Ça fait un peu désordre alors que les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon. Les filles, il va falloir vous reprendre et retrouver la marche avant pour nous faire rêver comme vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps. Avant de vous rendre le micro, Florent, je voudrais rendre un hommage à Denis Lalanne, un grand journaliste du journal L'Équipe, où j'ai travaillé pendant 23 ans, qui est décédé samedi à 93 ans. C'était une grande plume, c'était un seigneur. Voilà Florence, vous savez tout ou presque, on se retrouve très vite. Au revoir. Merci Bruno. Bravo Marie. Vous êtes sur Liga FM, Radio Je sais pas, on ne sait pas comment la semaine va se dérouler du coup. Au mieux. Au mieux. Passez une bonne émission. On te tient au courant, je te tiens au courant pour jeudi. On va Ouais, pour la recette. Ouais. Dominique, il peut être là. On a un invité qui arrive du Val d'Oise, il peut être là. Mais les 2 autres, je ne sais pas. Et le problème de mercredi, c'est que je devais recevoir un élu, Philippe. Alors lui, il habite à côté, donc il viendra, c'est sûr. Mais ou alors, il faut que j'apprenne aujourd'hui à manier la technique pour mercredi matin. Jeudi, moi c'est bon, mon invité il vient pour Les vous enregistrements, et après, on va pas t'apprendre comme ça. Mais c'est un élu, il peut pas, lui, il est débordé, ils ont des Non, plannings. mais tu vas faire la technique. Sinon, il faut qu'on ouvre les micros, et puis c'est tout. Puis on se débrouille. Franck, il faut voir avec Francky tout ce qui est technique, tout ce qui est. Tu sais bien. Il est là, Francky, aujourd'hui ou pas? Non, Il vient quand? Il vient demain. Moi, mon invité sera là jeudi, pour l'émission de 13h30. Bah toi, t'as plus de chances d'avoir un technicien à 13h30, ça leur laisse le temps d'arriver, mais moi, à 9h, c'est plus compliqué. Allez, bonne émission. Merci. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. On s'adapte, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, Marie, bravo. Hein. Non, je suis désolée de... Alors, on va intervertir, hein, parce qu'ils devaient passer dans l'émission de 8 à 9. D'accord, Donc, ils attendent depuis 8 heures. d'accord, très bien. Ça me va. Voilà. Et parce que madame, elle a un rendez-vous à 10h, donc il faut qu'elle s'en aille. Donc, on va parler de handicap maintenant, après la pause musicale. Après, on fait une chronique santé qui dure 2 minutes. Une petite pause musicale et à 10h, on parle culture, habillement, buisson, tout ça. Parfait. Donc, il n'y avait pas de... Cool. Allez, ça fait du bien, un bon petit Frank Sinatra que vous pouvez écouter dans votre voiture. Avec ces jours de grève et ces problèmes d'embouteillage. Nous sommes aujourd'hui au bar de l'économie en compagnie de Marie Ménestrier, directrice de l'abbaye de Maubuisson, un nouveau site d'art contemporain pour le Val d'Oise, de Karine Braham-Shah, art thérapeute, et puis de Frédéric Zaoui, directeur du pôle enfance Val d'Oise pour l'ADAPT. Et on va commencer tout de suite avec vous, si vous voulez bien, Karine Braham-Shah. Vous êtes art thérapeute, mais vous ne faites pas que ça. Vous êtes aussi salariée à Notre-Dame. Vous faites des cours de théâtre et puis vous vous occupez des relations extérieures. Et donc le théâtre au secours et à l'aide à la fois des lycéens et puis des handicapés, qu'est-ce que ça apporte d'une manière générale? Une libre expression, en fait. Le théâtre est un médiateur où le jeune peut s'exprimer autant qu'il veut et comme il veut sur une scène de théâtre. Tout est permis sur une scène de théâtre. Donc en fait, il peut rire, il peut pleurer, il peut jouer, il peut danser. Les personnes d'un handicap aiment beaucoup danser. Voilà. Est-ce que vous faites à peu près les mêmes exercices avec les lycéens, par exemple, de Notre-Dame et ceux de l'Institut médico-légal Jacques Marot? Ça m'arrive et des fois, je dis à mes jeunes
des cours de théâtre privés, ils ont mieux réussi les personnes différentes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de barrière. Donc en fait, ils peuvent avoir beaucoup plus d'imagination. Voilà. Donc ils n'ont pas de retenue en fait et du coup ils se libèrent beaucoup plus vite, enfin ils sont libérés d'office. Ils se libèrent d'office. Par contre, là où il y a un souci, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup aussi dans l'imitation. C'est-à-dire que une personne différente ne va pas avoir l'imagination tout de suite comme ça, débordante. Si je lui dis, par exemple, le thème, ça pourrait être, voilà, il faut aller voler le voisin, on va aller voler le crayon du voisin. Il ne va pas tout de suite penser à des choses complètement farfelues, par exemple. Alors que la personne normale, oui, ça sera le plus drôle pour lui. Alors quel type d'exercice, expliquez-nous un petit peu, quel type d'exercice vous mettez en place à l'Institut Jacques Marot? Beaucoup d'exercices gestuels et beaucoup d'exercices avec de la musique. Parce que j'ai pu remarquer que les personnes différentes s'expriment beaucoup mieux avec de la musique. C'est pour ça que dans les spectacles que je fais, il y a beaucoup de musique. On va peut-être demander à Frédéric Zaoui quel type de handicap accueillez-vous à l'Institut Jacques Marot pour qu'on comprenne mieux comment les cours de théâtre peuvent s'appliquer. Oui, tout à fait. L'IME Jacques Marot accueille des enfants, plus de 80 enfants qui ont des déficiences intellectuelles, de l'autisme. Ce sont des jeunes qui peuvent aussi être atteints de polyhandicap. Vous les voyez et les reconnaissez relativement facilement puisqu'ils sont souvent dans des fauteuils. Je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des personnes qui ont des polyhandicaps qui leur permettent encore de se déplacer mais avec difficulté. Voilà. Donc on est dans la déficience intellectuelle. Voilà. C'est la base de l'accueil pour l'Institut Jacques Marot. Vous les accueillez à partir de quel âge? Alors, pour le moment, on les accueille à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans. Après 20 ans, ils doivent être réorientés vers le monde adulte. Donc nous, notre travail, ça va être de les préparer à leur vie d'adulte et leur donner tout ce qu'on peut, toutes les billes qu'on peut leur donner pour les préparer pour, j'ai envie de dire, allez, en termes de provocation, pour ce monde cruel. La société actuellement ne les attend pas les bras ouverts et il faut essayer de leur permettre de vivre au milieu de notre société. De notre manière de vivre, à nous, les valides, j'allais dire. Les personnes ordinaires. Voilà, la question les personnes ordinaires. Je préfère parler de personnes ordinaires parce que c'est la norme que l'on se met. Voilà. Mais dans d'autres sociétés, on le sait, Belgique, Canada, peut-être même Italie, les normes sont différentes et les personnes en situation de handicap sont plus incluses dans la société. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu comment ça se fait qu'elles sont mieux incluses qu'en France. Je dirais pas mieux, je dirais différemment. En France, on a un modèle sociétal. La France s'est construite sur un modèle. On ne peut pas renier nos racines comme ça du jour au lendemain. Mais on a mis en place un système qui, au début, s'est reposé sur la religion, tout particulièrement les personnes, les chrétiens qui ont accueilli, les bonnes sœurs, comme on dit, qui ont accueilli les personnes en situation de handicap, les personnes en difficulté. De là est né un métier, au bout d'un moment, qui s'appelait assistante de service social, les assistantes sociales que vous connaissez, après, ça s'est déployé en termes d'autres métiers, d'autres spécialisations. On en arrive aujourd'hui à accueillir beaucoup de jeunes dans des institutions, dans des centres spécialisés. Ce modèle-là est un modèle français. Il a ses inconvénients, il a ses avantages. Aujourd'hui, on est à l'aune de changements dans notre secteur, mais on ne peut pas copier ce qui se fait ailleurs, parce que sinon il faudrait aussi copier le modèle sociétal qui se fait ailleurs. Alors qu'est-ce qui se fait ailleurs justement? Expliquez-nous, comment ça se fait? Vous parliez de l'Italie, du Canada ou d'autres pays? Prenons des grands items comme le Canada ou la Belgique qui ont introduit la personne différente, comme disait Karine tout à l'heure, dès le début, dès la plus jeune enfance, dans le système scolaire, dans le système sociétal. Et la question du handicap est une question courante dans ce pays-là. Et de ce fait, les moyens qui sont donnés pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Nous, on a des moyens
je vais dire le mot ridicule, pour pouvoir essayer d'accompagner nos jeunes ou nos adultes dans nos institutions. Et en plus, ils déclinent ces moyens. Et pourtant, je pense que tout le monde essaie de faire des efforts, mais on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on devrait faire. Un chiffre ou 2 chiffres. Allez, sur le Val d'Oise, parlons du Val d'Oise, nous avons encore environ, si mes sources sont bonnes, ça date d'il y a 15 jours, environ 1700 enfants en situation sans solution, 2600 adultes sans solution. La maison du handicap se démène comme ils peuvent pour pouvoir leur trouver des solutions. C'est un partenariat de tous les jours. On voit bien qu'il y a un investissement de tout le corps social et médico-social pour pouvoir leur venir en aide. Alors justement, vous, à l'Institut Jacques Marot, vous avez mis ces cours de théâtre. Depuis combien de temps les avez-vous mis en place? Ils existent depuis 15 ans. Karine Brahamcha. Oui, non, en fait, c'est 16 ans, parce que l'année dernière, ça faisait 15 ans, donc ça fait 16 ans. Mais depuis 10 ans, en fait, on a un partenariat. C'est-à-dire qu'en fait, on fait avec le collège Notre-Dame, en fait, je fais un spectacle où je switch des personnes différentes et des troisièmes volontaires pour faire un spectacle avec ces jeunes. Dans la salle des fêtes d'Anguin. À la salle des fêtes d'Anguin. Alors justement, vous, Karine Brahamcha, vous nous annoncez aujourd'hui l'opération Andy Smile. Expliquez un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce que cette opération, quand va-t-elle avoir lieu et qu'est-ce que vous faites au cours de cette opération? L'origine de cette journée Andy Smile, c'est un constat en fait. J'étais en sortie à côté du Louvre avec des jeunes personnes différentes et tout se passait bien, hein, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que alors on était un groupe, c'est vrai, compact, enfin on n'était pas non plus... on était une dizaine, que les passants faisaient tout pour détourner leur chemin. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait rien, mais il y avait un détour. Simplement, on fait un écart. Voilà, on fait un écart, on ne trace pas une ligne droite. Et donc ça j'étais touchée et surprise, parce que j'ai un lien affectif avec des personnes différentes. Et donc je me suis dit, je vais changer le monde en fait. Je suis tout bête, hein, c'est un peu... puérine, mais je le sais, mais c'est pas grave. Et j'ai dit, je vais changer le monde et je vais créer une journée différente où en fait la personne handicapée va offrir quelque chose. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit une journée où on demande des sous pour une cause. Je voulais faire le contraire. Je voulais me débrouiller pour avoir les sous et je voulais que la personne différente offre ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire son sourire. Et donc, cette opération Andy Smile, vous la programmez pour l'année prochaine, bien sûr. Oui, alors, c'est quand? Ça sera le 30 avril de 10h jusqu'à 14h. Cette date a été choisie avec la mairie d'Anguin parce qu'en fait, on avait créé une première journée, mais on trouvait que c'est plus intéressant que ce soit un jour de marché aussi. Donc, c'est pour ça, parce que le jeudi, c'est le jour de marché à Anguin. Voilà, et puis on voulait que... Et puis c'est aussi en association avec les commerçants. C'est-à-dire que je voulais associer toute la ville. Je voulais associer la mairie, parce que je voulais qu'elle soit d'accord avec le concept. Et puis je voulais associer les commerçants qui nous offrent leur bas de porte. En fait, je veux que les personnes différentes aient un accès, je suis désolée d'être triviale, mais un accès toilette, et que ce soit facile. Et donc je voulais pouvoir que les passants, les passants, on leur offre un sourire, mais je voulais que les commerçants participent aussi, et donc soient dans l'accueil. Alors comment allez-vous faire pour que les personnes différentes, comme vous dites, offrent un sourire? Vous avez mis quelque chose, des couples en place. Expliquez-nous un peu les couples que vous allez mettre en place et combien? Alors, une trentaine de couples. Il y aura une personne différente de l'IME et un jeune lycéen de seconde. Toute une classe va y participer. D'ailleurs, c'est partie de leur programme citoyen. Ils ont été voir Hors Normes, par exemple. On est allé voir ensemble Hors Normes pour qu'ils s'habituent au handicap. Le film, vous parlez du film Hors Normes qui vient de sortir. Il y a une journée qui est programmée pour qu'ils vont aller jouer, faire des jeux, tout simplement faire des jeux avec des personnes différentes à l'IME. Et après, ils vont aider la personne, en fait, ils vont être en accompagnement, pas aide, excusez-moi, un accompagnement pour parler beaucoup plus facilement à la personne, au passant en fait. Mais la personne qui offre le sourire, ce sera un smiley, en fait, c'est un smiley, Andy Smile, ce sera la personne différente qui l'offrira. Donc en fait, vous allez donc vous allez nous offrir dans la ville d'Anguin le 30 avril prochain
un sourire au travers d'un couple, d'une personne ordinaire et d'une personne handicapée, c'est bien ça? Exactement. On a bien compris, une personne différente, comme vous dites. Et là, vous allez les dispatcher partout dans la ville d'Anguin, c'est ça? Et il sera dispatché, oui, alors ils seront dans l'hôtel Barrière, là c'est au McDo, très important le McDo. Ah oui, il y a beaucoup de gens, c'est sûr, beaucoup de jeunes. Et ils seront dans les commerçants de la rue Morat. Et puis je vais tout faire là parce que là je vais aller démarcher. Et puis au marché, vous avez dit? Et au marché, Bien on sûr. aura un stand on aura des beaux t-shirts, donc on sera vraiment visible par tout le Et monde. puis j'imagine dans la rue du Général de Gaulle, qui est quand même une rue très Exactement, dans passante. la rue Général de Gaulle, avec des adultes qui seront soutenants. Il faut quand même sécuriser la journée. Il y aura des éducateurs et il y aura une infirmière. Donc vous allez, ils vont arrêter les passants Exactement. pour leur parler, j'imagine, et leur offrir un sourire. Voilà, donner un sourire avec un grain. C'est une très belle opération, c'est une très bonne idée, je trouve. Bravo, en tout cas, Karine Brahamcha, d'avoir pensé à ça. Donc vous le faites en collaboration avec Frédéric Zaouy, qui dirige justement l'Institut Jacques Marot. Alors Frédéric, donc c'est formidable comme opération. Alors, c'est une opération qui est assez extraordinaire dans la mesure où elle, pour moi, diffère, alors je dis bien pour moi, c'est important, mais diffère des autres que l'on peut connaître, c'est qu'on ne demande pas quelque chose aux passants. On ne leur demande pas de l'argent, on ne leur demande pas une participation, voire même on refuse quand ils proposent de nous faire des dons, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de marquer l'égalité citoyenne. Et en ça, c'est différent. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Alors, est-ce que j'ai une cécité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que je rencontre ça. Et c'est pour ça que nous le soutenons, nous, l'association l'adapte. Moi, personnellement, nous, les collègues, nous soutenons cette opération avec autant de ferveur parce qu'elle met en valeur l'égalité. Elle ne met pas en valeur, elle ne met pas en avant le handicap, elle met en avant l'égalité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est important. Et puis, c'est aussi une manière pour nous, publics ordinaires, de mieux inclure l'handicap dans notre vie quotidienne, finalement. Et le voir. Parce que finalement, comme disait Karine Brahamcha, l'handicap fait peur. Si vous dites qu'on se détourne et qu'on fait un petit détour quand on passe à côté d'un groupe, c'est que finalement, ça gêne, ça fait peur. Mais vous avez tout à fait raison de dire que ce sera le moyen de rencontrer des personnes différentes. Dans la rue, est-ce que vous rencontrez beaucoup de personnes différentes qui sont atteintes de trisomie 21? Pas souvent. Moi, je ne vois pas souvent les places de parking handicapées occupées par un véhicule où il y a la plaque handicapée. D'ailleurs, même on râle. On se dit, oh là là, Carrefour... Disons que c'est souvent des personnes âgées qui s'y placent, il faut avouer. Oui. Faut avouer. Alors, Jacques... Frédéric Zaouy, parlez-nous un petit peu puisque vous représentez l'ADAPT, et donc parlons un petit peu plus de l'ADAPT et du Val d'Oise, si vous voulez bien. Comment peut-on... il y a eu des efforts en ce moment qui sont faits par le gouvernement actuel pour justement mieux inclure les enfants handicapés. Vous parliez de la relation avec la Belgique, qui est quand même le pays phare d'ailleurs, où beaucoup de Français envoient leurs enfants à l'âge adulte. Est-ce que là, il n'y a pas un progrès qui est en train de se mettre en place? Et comment ça se passe en Val d'Oise? Juste avant de répondre à votre question, je reviens quelques instants sur Andy Smack, si vous voulez bien. Karine a rejoint, alors on parle de l'ADAPT, a rejoint nos bénévoles, comment on appelle ça, le réseau des réussites, qui est mis en place par l'ADAPT national. Le réseau des réussites, c'est un groupe de personnes qui gèrent les personnes bénévoles qui viennent nous aider. Aujourd'hui, l'ADAPT, je dirais, a plus besoin d'adhérents parce que la force d'une association, c'est le nombre d'adhérents. Et si je devais faire un appel aujourd'hui, c'est un appel à l'adhésion à l'ADAPT. Donc vos besoins en ce moment pour le Val d'Oise, c'est plus de bénévoles? J'ai envie de dire pour le national. Alors pour le Val d'Oise aussi, évidemment, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'adhérents, pas obligatoirement de dons, parce que les dons, ça fonctionne autrement, c'est une histoire d'argent. Je crois que plus on sera de nombreux à représenter une association comme celle-là, plus cette association sera entendue par le gouvernement et pourra s'exprimer. Alors, vous parliez des progrès, je pense qu'effectivement... Attendez, juste une question par rapport à si on veut devenir bénévole de l'ADAPT, on fait comment? Alors, on a un site internet, l'ADAPT, sur lequel tout est extrêmement bien expliqué.
Il suffit d'aller cliquer sur faire un don ou adhérer et vous pouvez y adhérer assez facilement. Et là, on est contacté ensuite, j'imagine, directement par quelqu'un de l'ADAPT. Vous pouvez soit adhérer en ligne et directement verser en ligne, comme on sait le faire avec des moyens de paiement aujourd'hui, soit vous mettre en contact avec le réseau des réussites. Effectivement, et là, une personne pourra vous répondre. Et là, partout en France, il y a des besoins. Il faut, voilà, si vous avez envie, si vous avez du temps, eh bien, contactez l'ADAPT. Il y a beaucoup de besoins pour aider justement tous les instituts. Alors, continuons sur notre ouverture dans notre société. Est-ce que là, le ministère de l'Éducation n'est pas en train d'ouvrir un petit peu et de mieux inclure les enfants en situation différente ? Alors nous dépendons du ministère de la Santé et on travaille en collaboration avec l'Éducation nationale, évidemment. Oui, il faut dire que la DAS n'existe plus. La DAS, ça s'est transformé depuis quelques années. Aujourd'hui, ça s'appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé, et c'est eux qui gèrent, ou les conseils départementaux en fonction des enfants, que ce soit des adultes et quelques spécificités. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique. Mais effectivement, l'appellation DAS n'existe plus. Donc si on est parent d'un enfant différent, il faut contacter l'ARS, c'est ça? La MDPH, la maison du handicap, voilà, qui est dans tous les départements. Qui, elle, dépend donc de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Qui est en collaboration et qui a comme mission, effectivement, d'accueillir les demandes, d'étudier les situations. Alors, en Val d'Oise, plus particulièrement, quelle est la situation ? Eh bien, comme je vous le disais, on manque d'établissements, mais on essaie de suivre aussi les directives du gouvernement qui sont actuellement inclusion. Hein, le mot d'ordre, c'est inclusion. Alors l'inclusion professionnelle, l'inclusion scolaire. Moi, je gère le pôle enfance, hein, mais on sait qu'on a la semaine de l'inclusion professionnelle qui court. On a... Voilà, au niveau de l'enfance, on a une grande quantité d'enfants qui sont encore sans solution. Vous disiez le chiffre de 1700, tout à l'heure, c'était pour les enfants, justement ? Les enfants sans solution. En Val d'Oise, par exemple, les enfants sans solution, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont chez eux et que, fatalement, un de leurs parents, je ne sais pas quel parent, hein, parce que ça peut être papa, maman, ça c'est facile à imaginer, mais il y a des enfants qui ont d'autres situations familiales, n'ont pas de prise en charge, n'ont pas d'accompagnement. Par manque de place. Par manque de place ou de moyens, oui, tout à fait. Et donc, du coup, on sait très bien la détresse des parents. Il y en a certains qu'on a accueillis à ce micro, oui, bien sûr. Donc là, Frédéric Zaouy, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, justement quel message peut-on passer à ce micro ? Alors, là, vous m'en posez une compliquée. Le problème, c'est que notre système fonctionne notre système français fonctionne sur des financements publics. Donc, à partir du moment où les financements publics sont limités, les moyens vont de soi, sont limités. Ce que essaie de faire la MDPH, comme je citais tout à l'heure, c'est de faire coordonner les associations les unes avec les autres. Donc, quelle que soit notre bannière, rassemblons-nous, notre force est commune, c'est-à-dire celle des enfants, celle des personnes, des usagers, comme on dit. Hein. Et peut-être pour les parents qui n'ont pas de solution, peut-être trouver d'autres bénévoles pour venir garder leurs enfants de temps à autre, venir s'en occuper à domicile. Ça peut être une solution. Maintenant, c'est un vrai métier. Les personnes qui travaillent auprès d'usagers sont des professionnels diplômés d'État, et ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est une profession pleine et entière. Il y a un savoir-faire, il y a une technicité, il y a un secret professionnel à garder. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et donc le bénévolat, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors, on parle d'enfants différents, donc avec déficience intellectuelle. Quels sont les plus gros problèmes actuellement sur les enfants d'une manière générale ? Est-ce que c'est l'autisme ? Est-ce que c'est d'autres types de maladies ? Alors, actuellement, on gère surtout des situations, les problèmes. Vous parlez des problèmes. Donc, l'autisme, en soi, est une situation que nous avons beaucoup de mal à juguler parce qu'il y a différents autismes. Différents niveaux d'autisme. Chaque cas est particulier. Chaque situation est particulière, effectivement. Chaque enfant est particulier, son histoire, sa famille, ce qu'il a traversé, et le temps. Il nous faut du temps.
Et accompagner un jeune, ce n'est pas uniquement l'accueillir. Nos institutions ne sont pas des centres aérés ou des centres Voilà, de c'est pas loisirs. des garderies. Pas du tout. Vous avez c'est comme une école finalement. On a des Qu'est-ce que vous psychomotrices. dispensez comme cours, enfin pour aider ces enfants On travaille en Donnez-nous collaboration. l'idée d'une journée par exemple. Oui. Alors, on travaille en collaboration avec l'Éducation nationale, qui est présente dans nos lieux, puisque, par exemple, à l'IME Jacques Marot, nous avons 5 enseignants détachés de l'Éducation nationale qui enseignent, mais de manière adaptée. Ce sont des enseignants spécialisés et qui savent s'adapter. Nos classes sont remplies de 2 à 6 enfants au maximum. Au-delà, ça rentre dans le domaine habituel. Nous, on a besoin de cours particuliers. On a des éducateurs, des éducatrices. Alors, je vais plutôt parler au féminin, parce que c'est un métier qui, étonnamment, accueille plus de femmes que d'hommes. 70% de la population des salariés sont des femmes. Allez savoir si c'est pas un message implicite de la société, ça aussi. Peut-être qu'on a plus de patience que les hommes, à savoir. Ou que on a été formaté de cette manière-là, Voilà. et qu'encore une fois, on a réduit les femmes à un rôle de cocooning, je ne sais pas, ce qui est bien dommage. Mais on a aussi des psychomotriciens, des orthophonistes. Quand on a la chance, on arrive à avoir des kinésithérapeutes. On a des psychologues. Quand on a la chance, on arrive à Donc avoir là, des ça manque psychiatres. aussi, kinésie et psychologue, ça manque. Oui, orthophoniste, kinésithérapeute, psychiatre. Bon, cruellement, nous n'arrivons pas à embaucher un psychiatre, par exemple, ce qui est vraiment catastrophique. Donc finalement, ces métiers-là, même à titre bénévole, vous les accueillez à bras ouverts, j'imagine. Oui, à titre Donc bénévole, là, je n'y crois pas un seul instant, mais ils sont les bienvenus. Oui, tout à On fait. peut imaginer des gens à la retraite On qui pourrait. pourraient dépenser leur savoir vers vous. Tout à fait. Je veux bien imaginer ça. On a des aides médico-psychologiques qui maintenant ont changé de nom par cause du diplôme, mais c'est comme ça qu'on les connaît, les AMP. Voilà, donc dans une journée, on fait plusieurs choses. On peut enseigner à travers le jeu, à travers l'activité. On n'est pas obligé d'enseigner à travers des cours magistraux. Et donc en fait, on se sert du quotidien pour pouvoir instruire et permettre de développer ses compétences. Est-ce que justement avec cette journée handicap Smile que vous organisez donc le 30 avril, Karine Brahamcha et Frédéric Zawi, est-ce que vous le faites bien sûr à Angoulême, mais est-ce que vous ne pourriez pas l'imaginer dans d'autres villes finalement, développer dans d'autres villes? Mais ça m'a été proposé en fait. On a beaucoup réfléchi. Et comme j'étais pas sûre de moi et que je savais pas si ça allait continuer à bien fonctionner, j'ai préféré cette année encore rester sur Enghien-les-Bains. Mais ensuite, oui, il y a une forte volonté de l'ouvrir dans oui. Vous allez cibler d'autres grandes villes, des grandes villes également peut-être. Moi je pense à Argenteuil, Cergy-Pontoise. Oui, on aimerait bien, hein. En fait on aimerait bien. J'étais venue parler d'Andy Smile au moment de l'Assemblée Générale des commerçants et monsieur le maire m'a regardé avec des grands yeux en me disant que ça pouvait devenir et se transformer en journée nationale. Alors moi j'ai fait aussi des grands yeux en lui disant... Vous parlez de monsieur le maire d'Enghien? Oui, de monsieur le maire d'Enghien, oui. Et donc, du coup, espérons que ça devienne une journée nationale. Vous savez que le Val d'Oise est souvent porteur d'idées nationales et il faut le revendiquer, vous avez bien raison. Frédéric Zawi. Je voulais insister sur un point important. Vous parliez du handicap, des difficultés, la journée Andy Smile. Il faut savoir que parmi nos jeunes, ce genre de journée rencontre même quelques problématiques. On a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas conscience d'avoir de handicap. On a d'autres jeunes qui en ont conscience, mais qui ne souhaitent pas l'étaler ou être le porte-drapeau des personnes handicapées. Et donc, il faut notre exercice à nous, professionnels du handicap, c'est de les conduire, les accompagner. Accompagner, ce n'est pas faire à la place. Accompagner, c'est faire en fonction de désirs de l'autre et de ses objectifs. Et donc, c'est compliqué, ce genre de journée à organiser, parce qu'on peut avoir un certain nombre de jeunes qui se sentent poussés, forcés à y participer. Donc c'est pas... Donc finalement, ce que vous voulez dire, c'est que les gens ordinaires, ils ont une gêne ou une peur, et les personnes différentes, elles, pareil, quelquefois, elles n'ont pas conscience, je répète vos mots, je reprends même vos mots d'ailleurs, elles n'ont pas conscience ou elles ne veulent pas montrer leur handicap, et donc organiser une journée comme vous allez faire le 30 avril, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, ça veut dire s'assurer de l'adhésion de l'usager à ce genre de journée. Alors finalement, combien y a-t-il d'enfants accueillis en Val d'Oise? Je ne sais pas.
Ça, on n'a pas fait le recensement de toutes les maisons si je pense, mais je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. C'est-à-dire que je ne suis pas capable. Là, il faudrait demander à quelqu'un de la MDPH qui sera probablement capable d'y répondre. Moi, là, je ne sais Parce pas. que finalement, si vous voulez développer votre journée, c'est avec la MDPH que peut-être il faut passer le message. C'est une très bonne voilà. suggestion. Donc vous allez voir tous les deux comment vous pouvez faire. Et puis nous, en tout cas à IDFM et au bar de l'économie, on vous soutiendra. Si vous nous envoyez donc un PDF de l'image de la manifestation, eh bien on le publiera sur notre page Facebook. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous parler de cette journée très importante qui pourrait devenir une journée nationale, en tout cas valdoise, ça c'est sûr. Le 30 avril 2020, à Enghien-les-Bains, ce sera la journée Andy Smile. Donc, un couple de jeunes, un lycéen et porteur de handicap, donc une personne ordinaire et une personne différente, seront là à vous accueillir dans la ville d'Enghien. Merci beaucoup pour d'être venu ce matin. Je sais que vous êtes très pressés. Donc on va vous laisser partir, mais on va d'abord faire une jolie pause musicale et on revient pour la suite de notre émission. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. C'est Christophe, si vous voulez le voir. Christophe, C'est qui va arriver. Christophe, d'accord. Merci. Hein. Je vous en prie. Quand vous voulez. Donc, je vais vous donner mon adresse mail. D'accord. Puis vous allez prendre celle de Christophe. De toute façon, vous allez repasser à son émission. Tout simplement. Si vous voulez que je vous aide auprès des élus du Val d'Oise, il n'y a aucun souci. C'est vrai? Bah Ah oui. D'accord. Elle est bien placée là. Ça va bien. Vous, au niveau de la MDPH, vous avez accès, j'ai pas besoin de vous aider. Pas besoin de moi. Oui, mais je pense que ce genre de moment un peu, et d'émission peut aussi être un vecteur. Oui, vous inquiétez pas. Ce vendredi soir, j'ai fait mon interview, j'étais à l'Assemblée Générale des élus du Val d'Oise. J'ai pas de soucis, moi j'ai leur mail à tous, je leur envoie un mail et puis boum. Donc, moi je suis Florence. D-A-H. Dahlia comme la fleur. Ah d'accord. 95, voilà. Et donc, merci beaucoup. et donc si vous voulez le promouvoir dans d'autres villes, donnez-moi les villes. Dites-moi quelle ville vous voulez cibler. Et que ça devienne une journée nationale. À ce moment-là, j'en fais part directement au conseil départemental. D'accord. Mais il faudrait que vous me fassiez un Madame PDF. la moi je suis en soutien. D'accord. D'accord. Il faudrait un PDF avec votre. Est-ce que votre je fiche peux. vous réfléchissez. Bon, je réfléchis un petit Mais il peu. faut aussi prendre drôlement longtemps à l'avance. Vraiment longtemps à l'avance. Bah oui, parce que c'est des. Je peux prendre rendez-vous avec vous, qu'on en parle plus tranquillement. Par téléphone même, on peut en parler. En tout cas, merci beaucoup pour votre Je vous en accueil. prie. Merci beaucoup. Je vous laisse dans les mains de Christophe qui vient d'arriver, je crois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien. Merci. Marie. On rapproche. Oui, parce que pour que le micro. Ça tombe bien qu'on ait passé cette musique. Je sais même pas ce que c'est. C'est Black M, Ainsi valse la vie. C'est justement sur les personnes qui. Sur le fait qu'on peut être très haut un jour et tomber très bas un autre jour, malheureusement. On va enchaîner avec la chronique santé, ça va bien ensemble. Direct. Direct. Et comme ça, nous... Alors, les infos, Marie, donc j'ai annoncé la turbine, il faudra qu'on en reparle. Bien sûr. Vous habitez où, vous? Je suis à Menucourt. Donc normalement c'est 3 quarts d'heure max. Oui. Ça fait une trappe quand même. Là ça a été bien, ça a été bouché partout. De toute façon, Entre la pluie et moi j'allais plus Laurence, mais tout va bien. Ton micro. Direct ou pas? non, je vais annoncer. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Brahamcha
pour la journée Andy Smile qui aura lieu le 30 avril 2020, de Frédéric Zaoui, directeur du pôle enfance valdoise pour l'ADAPT, également directeur de l'Institut Jacques Marot, et puis en compagnie de Marie Ménestrier, directrice de l'abbaye de Maubuisson. Et là, on vient d'entendre Ainsi valse la vie de Black M, son dernier titre. Mais tout de suite, avant de faire l'interview avec Marie Ménestrier, je vous propose une pause santé sur la posologie, c'est très important. 2 minutes pour comprendre posologie et usage. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de respecter la posologie d'un médicament? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, j'ai 3 comprimés à prendre, je peux en prendre un le matin, un midi, un soir, je prends les 3 le matin, puis c'est fini. Tout simplement d'abord parce que quand les médicaments ont été mis sur le marché, les études qui ont été faites, c'est avec un schéma posologique bien particulier, donc il faut le respecter. Et dans ces conditions, le médicament sera correctement absorbé, efficace, etc. Le schéma de posologie, c'est le timing, la quantité, c'est ce qui rentre dans le schéma. C'est tout ça. C'est quand je le prends, à quelle dose, à quelle fréquence. Et puis parfois, c'est vrai qu'il faut respecter le nombre de prises en une seule fois parce qu'on peut avoir un risque de surdosage. Par exemple, quand je vous dis que vous allez prendre du paracétamol, c'est 3 grammes par jour, il ne faut pas prendre les 3 grammes d'un coup parce que ça peut être embêtant pour votre foie. Donc c'est important de le faire. On peut mourir, Tout à fait. On peut en mourir. Donc c'est important de respecter la posologie prescrite par le médecin ou conseillée par le pharmacien. C'est important parce que vous, quand vous prescrivez quelque chose, c'est pas au hasard. Non, c'est pas au hasard. Les médicaments, une fois qu'ils sont absorbés, il y a une cinétique. Ils vont être métabolisés par le foie, par le rein, et il faut que l'organisme puisse faire son travail. Et si on prend n'importe comment, et puis c'est pas la même chose pour un enfant que pour un adulte, que pour quelqu'un de corpulent. Et puis aussi la durée du traitement. Quand on prescrit une durée, on n'arrête pas au 3e jour parce que ça va mieux au 3e jour aussi. Et puis, donc quand on va à la pharmacie, elle est dit. Oui, un exemple très concret, quand on prescrit de la cortisone pour les patients, il faut le prendre le matin parce que sinon ça peut vous empêcher de dormir. Donc vous voyez, il y a tout un tas de raisons qui font que quand on dit qu'il faut prendre à tel moment de la journée, c'est important de le respecter. En clair, quand on va à la pharmacie, on prend quelques secondes pour discuter avec le pharmacien et pour checker avec lui la bonne posologie. Et voir, on peut leur remettre un plan de posologie quand c'est nécessaire. Respectez bien la posologie, respectez bien la posologie et portez-vous bien. À bientôt. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était donc Jean-Claude Durousseau et les entretiens médicaux d'Enghien sur la posologie. Donc c'est bien important, on a bien compris, de respecter à la fois les doses et à la fois la durée de votre traitement. Alors Marie Ménestrier, vous êtes la nouvelle directrice de l'abbaye de Maubuisson, qui est également un nouveau site d'art contemporain en Val d'Oise. Est-ce que vous aussi, vous accueillez des handicapés ou des personnes différentes, comme on dit finalement maintenant? Alors je dirais, bonjour Florence, bonjour à tous, je dirais que nous avons des actions de médiation, en tout cas des actions beaucoup auprès de jeunes, subventionnées souvent par la DRAC, des actions hors les murs. Alors l'été dernier, c'était surtout des jeunes mineurs, des personnes différentes, en tout cas pas forcément handicapées, mais des jeunes mineurs non accompagnés. Il y a eu tout un projet de danse avec une compagnie pour les faire danser. C'est vrai que la danse, comme on le disait tout à l'heure, est un bon vecteur. Il y a d'autres actions qui ont été menées en prison, à l'hôpital de Gonesse. Et c'est vrai que c'est des publics aussi sur lesquels on essaye de travailler dans nos actions de médiation. Donc il y en a peut-être certainement à venir. Voilà. Merci beaucoup. Alors parlez-nous un petit peu, Marie Ménestrier, de cette abbaye de Maubuisson qui a été rénovée. Le Val d'Oise a financé. Voilà. Et puis expliquez-nous depuis combien de temps elle est ouverte. Alors l'abbaye de Maubuisson a une longue histoire puisqu'elle a été fondée c'est une abbaye royale qui a été fondée par Blanche de Castille en 1236. Il y a eu des sœurs en activité jusqu'à la Révolution. Ensuite, il y a eu un passé beaucoup plus noir comme beaucoup d'abbayes à cette époque-là. Pour faire un tout petit peu d'histoire et de contexte, elle a servi de carrière, donc l'église principale a été dynamitée à cette époque-là. Elle a servi d'hôtel militaire. Elle était acquise par les Rothschild dans les années 50, rénovée puisque c'était vraiment des ruines, rénovée dans les années 50 sur son premier étage. Et en tout cas, c'est cette partie-là qui a été rénovée puisque acquise par le département dans les années 80. Une grosse période de fouilles et là rénovée en tout cas sur toute la partie du premier étage qui fait à peu près 700 mètres carrés
par le département, puisqu'il est propriétaire de ce site, sur sa partie premier étage. Alors vous en êtes la directrice, donc quel est le rôle d'une directrice pour l'abbaye de Maubuisson? Je dirais chef d'orchestre, c'est d'abord cerner la vision et le projet porté par le département dans sa volonté culturelle. Et puis après, c'est vraiment mettre en œuvre tous ce projet dans une phase très opérationnelle avec une équipe. Donc ça va, c'est vrai, sur un champ beaucoup plus large depuis la livraison des travaux. Et puis le projet, mon arrivée, c'était janvier 2018, donc c'était la mise en place du chantier déjà, des travaux. Donc la livraison s'est faite là en avril 2019. Voilà, donc elle a ouvert il y a pas finalement. Donc on a inauguré ce premier étage 6 le 20 mois septembre, à peine. tout à fait. Voilà. Donc on est encore sur des petits détails de faisabilité de dernière minute, mais on va accueillir les premières entreprises d'ici quelques jours. Donc on s'intègre dans ce projet Turbine que vous avez cité, qui est ce gros projet phare porté par le département sur 3 sites en partenariat avec l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc le département est propriétaire du site de Cergy-Port qui inaugure aujourd'hui et de cette partie sur l'abbaye de Maubuisson. Le site Épluche et ses propriétés de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et donc c'est un accord qui est passé entre ces deux entités administratives, puisque l'agglomération a la compétence économique depuis la loi NOTE de 2015 pour faire de l'accompagnement. Alors justement, le lien entre l'abbaye de Maubuisson et la Turbine, c'est le domaine, j'allais dire, entreprise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à l'abbaye de Maubuisson dans le cadre de la Turbine? Alors, on a un espèce de coworking d'une capacité de 8 postes et 5 bureaux privatifs pour une capacité de 4 personnes à peu près. Donc vous ouvrez un espace de coworking, c'est la première chose. Un espace de coworking, tout à fait, et ces bureaux privatifs de 5 bureaux privatifs. Ce qui veut dire que si on est une entreprise, on peut venir louer, qu'on soit indépendante, quelle que soit la profession, j'imagine. Alors, on peut venir louer. On peut venir louer. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur le site de l'agglomération Turbine. Vous allez postuler et vous allez en tout cas vous allez passer devant un comité de sélection et vous allez orienter votre préférence en fonction de vos besoins, c'est-à-dire soit vous souhaitez être sur le site de Cergy-Port où il y a une grosse capacité d'hébergement, soit vous allez vouloir aller sur Épluche parce que là vous avez besoin de stockage de hangars, les volumes ne sont pas les mêmes, soit vous avez plutôt une volonté de rentrer dans la dynamique du centre d'art et vous avez plutôt un projet qui est en lien avec l'activité culturelle très clairement, ou une forte volonté en tout cas on ne vient pas à l'abbaye de Maubuisson par hasard. Le site est au milieu d'un parc de 10 hectares. On est sur un projet de fond culturel. Il y a un besoin en tout cas identifié de venir sur ce site. Donc, au sein de ces comités de sélection, vous allez demander, on va surtout regarder la viabilité de l'entreprise. Alors quel que soit un petit peu ça peut être des très jeunes entreprises qui viennent juste de se créer. Donc on est plutôt sur une partie incubateur. Ça peut être aussi en hôtel d'entreprise, donc des entités qui sont qui ont moins besoin d'accompagnement ou différents en tout cas. Donc les montants ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que les tarifs sont déjà définis? Ils sont définis, je ne les connais pas en tête, ils ont été votés par l'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est donc l'entité Starlab qui est le gestionnaire qui doit en principe, s'il arrive à venir à notre micro jeudi matin, qui nous dira tout ça, effectivement. Donc ça c'est pour la partie entreprise. Marie Ménistri, je propose de faire une nouvelle pause musicale et après on va parler de la partie culture. Très bien. Une petite pause. La rencontre avec les entreprises. Et vous avez c'est vous qui faites du démarchage commercial? Comment ça se passe? C'est ça, mais enfin, ça finit par se savoir en fait. Pour l'instant, on ne le dit pas trop. Je n'ai pas une équipe du tout dédiée pour ça. Non. Donc, mais ça se sait en fait. Ah oui, d'accord. Donc ça finit par se savoir. Le bouche à oreille. Oui. Donc c'est suffisant. On y retourne peut-être, non? Je sais pas. Ça fait combien de temps là? Moi, j'ai pas fait attention. On y va. Allez, on y va parce qu'il est déjà 12, on arrête à 24. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons handicap
Et puis nous parlons culture et nous sommes avec Marie Ménestrier pour parler de l'abbaye de Maubuisson qui a donc deux aspects, un aspect plus incubateur d'entreprise dans le cadre de la turbine et puis un aspect plus culturel. Alors dans l'aspect culturel en lien avec les entreprises, Marie Ménestrier, vous allez accueillir des artistes en résidence et des créateurs de talents, c'est ça? C'est déjà quelque chose que nous faisions par le passé puisque nous organisons toujours des grandes expos monographiques. Voilà, donc ça on continue évidemment, c'est le cœur. Donc c'est toujours l'art moderne uniquement ou l'art numérique? On est beaucoup sur l'art contemporain. L'art contemporain. Maintenant on voit très bien que les passerelles sur les pratiques sont de plus en plus pluridisciplinaires. Donc c'est vrai qu'on va au croisement art et sciences, art technologie. Là particulièrement sur cette exposition en ce moment, mais c'est pas une volonté, c'est vraiment plutôt le choix artistique dans la direction artistique. Donc ça c'est la DRAC, j'imagine, qui définit des orientations? Pas du tout. Pas seulement. Non. Enfin, oui, bien sûr, il y en a, mais en tout cas au niveau de la direction artistique, on est vraiment libre. Vous êtes libre. On est libre. Donc vous, en tant que directrice, vous pouvez rechercher des talents et quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez l'amener à venir. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Évidemment, ça se fait en concertation d'abord avec l'équipe sur un aspect très pratique, la faisabilité, la notoriété, la stratégie de lieu. Puis après, c'est en discussion avec nos supérieurs et puis nos élus, bien sûr, sur les propositions à venir. Alors, on va parler un peu du programme parce que le jeudi 12 décembre, il y a une manifestation qui arrive. Tout à fait. Que se passe-t-il le jeudi 12 décembre? En fait, dans le cadre de ces expos monographiques, on a aussi la volonté de créer des éditions qui sont des ouvrages un petit peu importants pour les artistes. En tout cas, ça fait partie du package d'accompagnement. Donc là, c'est sur l'exposition précédente. On a accueilli l'artiste Julien Colombier. Il est resté donc toute la période précédente et il vient du coup signer l'ouvrage. Dédicacer l'ouvrage. Ce 12 décembre à partir de 19h. Donc là, c'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, tout à fait. Et donc ça s'appelle, c'est l'exposition électrique Ladyland. Pourquoi le Ladyland? Alors c'était en rapport avec comment il s'appelle, très connu, j'ai oublié le nom, ça y est. Bon, ça fait rien, on y reviendra plus tard. En tout cas, c'est la base c'est un mélange de musique. C'est à la base sur la musique et l'image. Non, là c'était des grands aplats monographiques de peinture. C'est vraiment Julien Colombier travaille sur fond noir. Il y a un côté un petit peu d'influence de street, mais pas vraiment graphique. Voilà, donc c'était des grands peints. Et on avait fait, dans le cadre de Nuit Blanche, un finissage du couple de l'exposition avec, c'est vrai, Rubinsteiner. Un live avec l'artiste musical et Julien qui venait refaire de la performance peinture. Lui, il a une façon de peindre qui est très expressive, très voilà. Il a passé 6 mois sur site à vraiment, enfin 3 mois vraiment, mais 6 mois, il a une production qui va assez vite, qui est assez rapide, qui est voilà, contrairement à l'artiste encore précédent qui était Patrick Neuil, où lui il est sur une phase beaucoup plus introvertie, introspective. Et là, un mode de création où les pièces, certaines ont mis 2 ans et demi et d'autres beaucoup plus. Ah oui, donc ça peut être très long, effectivement. Ça peut être vraiment Alors, différent d'un artiste à l'autre. Voilà. Vous avez une exposition en cours, c'est Ordinatrice du temps présent jusqu'au mois de mars. Expliquez-nous un peu cette exposition. Là, le parti pris est un petit peu différent, notamment lié à l'activité du premier étage où on a fait des travaux sur un espace de création qui fait 80 mètres carrés, qu'on appelle la Black Box, qui est en fait une boîte noire, qui permet vraiment de la pluridisciplinarité dans les pratiques. Donc c'est pas un vrai studio de danse, mais il y a des tapis de danse. Ça permet un noir absolu pour certaines pratiques. Donc on est plutôt sur de la transversalité de pratiques, vraiment sur de la recherche. Les artistes ont vraiment, de manière générale, besoin de se retrouver ensemble sur une pratique. En tout cas, aussi bien dans le spectacle vivant que aussi dans l'art contemporain, sur certaines pratiques, ils ont besoin de cette recherche et de création. Donc on veut se trouver là, en tout cas, à cette étape-là. Donc là, on avait envie de faire une exposition collective et majoritaire, pas une expo sur le genre, mais on se rend compte, on sait que les artistes femmes sont sous-représentées souvent dans les expositions et particulièrement sur les pratiques un peu numériques. Non pas qu'elles n'existent pas, mais voilà, que ça se fait pas naturellement dans la recherche des femmes, en fait. Donc, le pourcentage, on sait qu'il est plutôt de 30-70%. Donc là, on a voulu, avec Julien Taïb, qui est le curateur de cette exposition, en tout cas que je connaissais par le passé et que j'ai voulu inviter sur cette exposition,
faire la démarche inverse, prendre le parti pris différent. Donc pas être sur une expo de genre, vraiment, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont là, puis d'abord notre commissaire est un homme, mais quand même mettre mieux les en tout cas, qui ont cette questionnement. Alors on est plus en effet sur une pratique entre science et technologie, parce que c'était le parti pris de l'exposition, de faire. On est toujours dans un rapport au lieu. C'est très important dans nos choix, dans nos choix des artistes qui, en tout cas quand ils nous choisissent et quand ça se fait dans les deux sens, d'avoir ce rapport au lieu. Il est très très fort, il est prenant. On est dans des grandes salles voûtées abbatiales. Donc le lieu est souvent plus fort, donc la prise de risque, elle est là aussi. Oui, c'est magnifique comme salle, je l'ai visité, donc voilà, je connais. On n'est pas sur des murs siamese blancs, donc on ne peut pas aller sur des œuvres qui sont déjà existantes, ou en tout cas si elles viennent, il faut les adapter. Donc il y a une mise en danger, on va dire, à la fois pour le lieu, mais surtout pour l'artiste. Évidemment, on est là pour l'accompagner. Donc on fait souvent ce parallèle aussi à l'histoire du lieu. On peut s'en inspirer via le patrimoine, via l'histoire, le parc, le végétal, donc ça permet déjà en art contemporain un champ qui est très très vaste. Mais là en tout cas c'était plutôt ce rapport à la technologie, ce rapport à la technologie, les addictions qu'on peut avoir par rapport à ça, un petit peu comme si c'était voilà, Proliturgia, ça veut dire voilà, avant le parallèle c'était en effet la place du religieux en tout cas à cette époque-là qui était voilà, qui était énorme, en tout cas à certaines époques. Donc, oui, puisque c'était eux qui commandaient en plus c'était très, très prégnant, les tableaux. Voilà, donc là, c'est ce parallèle en tout cas à cette manière addictive qu'on peut avoir, ce rapport qu'on peut... Enfin, c'est ce questionnement en tout cas. En fait, ça nous permet de nous poser des questions quand on regarde cette exposition finalement. Alors, on l'espère. Alors, comme toute exposition, on peut passer à côté du propos, du fond de l'œuvre. C'est pas grave. Si ça plaît juste pour des questions esthétiques et subtiles, c'est déjà très bien. Après, évidemment, on est là, on a nos équipes de médiation et d'accompagnement justement pour expliquer le propos. Il y a des écrits aussi par rapport à ça. Mais... alors cette exposition, elle est ouverte tous les jours, mais sauf le mardi, mais on peut venir pour se la faire commenter que les week-ends, c'est ça? C'est ça, on a des visites commentées le week-end. Donc si on a envie de se faire expliquer finalement l'exposition, il vaut mieux venir le week-end. Parce que c'est quelquefois un petit peu compliqué voilà. Après, il y a un plan de comprendre les œuvres d'art contemporain. Il y a un plan parcours, il suffit de le lire et ça permet tout à fait de le comprendre. Et puis on a quand même des gens à l'accueil qui sont là, vous pouvez poser des questions. Alors il n'y a pas que des expositions à l'abbaye de Maubuisson pour la partie culturelle, vous faites aussi des rencontres. Et la prochaine, c'est le 16 janvier. Tout à fait. Donc ça va être très intéressant, c'est très philosophique. La question que vous posez, c'est entretient-on un rapport religieux et technologie? Alors, qui va venir et s'exprimer là-dessus? Tout à fait. Donc, en fait, c'est encore une fois complètement en lien avec la question de fond de l'exposition. C'est sur la proposition de Julien Taïb, qui est le curateur. Donc, on a oui, le commissaire de l'exposition. Le commissaire de l'exposition. Donc, on accueille Julie Crène, il me semble. Et vous accueillez aussi Cécile Beau. Alors, Julie Crène, c'est un autre nom. C'est Cécile Beau, Félicie Dessiendorf, qui sont deux artistes de l'exposition, et Sean Rose et Julien, le curateur. Alors, donc en même temps, ça va être un peu une conférence, on va pouvoir poser des questions. J'espère bien. En tout cas, ça devait être le 5, donc on l'a déplacé, 5 décembre, on l'a déplacé pour cause de grève le 16 janvier, en espérant que ce sera bien un autre moment. Ça sera terminé. Sur le mode de table ronde, conférence, mais j'espère bien que le public pourra poser des questions, évidemment, ce sera l'objectif. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'on pourra voir, en tout cas, comme type d'œuvre ou de tableau? Qu'est-ce qu'il va y avoir de présenté? L'exposition, véritablement, eh bien, nous avons Cécile Beau dans la première salle du parloir. Non, je vous dis une bêtise, il y en a déjà une dans la salle du chapitre. Alors là, c'est de l'art contemporain pur aussi? Alors là, on est plutôt sur un robot dans la salle du chapitre. C'est un petit robot qui est juste à côté du bar que je vous invite à venir voir. Voilà. Ah, d'accord, donc ça va être sympa. On va pouvoir voir un robot en action. En action, un petit robot qui est en action. Et on va pouvoir lui dire fais ci, fais ça. Non, en fait, il a une action, mais je ne vais pas vous en dire plus. Ah, celle-ci, c'est la surprise. Voilà. Donc le 16 janvier 2020 à 19h, cette rencontre apéro sur la question du entretient-on un rapport religieux à la technologie.
Et ça va durer combien de temps cette exposition? C'est jusqu'au 29 mars. Le 29 mars, nous avons un finissage aussi avec des performances. On va accueillir Music for Code, qui est une performance de Pascal Barret. Donc là, c'est de la musique. Voilà, c'est de la musique. C'est très court. Ça va se jouer 2 fois. Donc il faut vraiment être là à l'heure. Après, on a aussi une performance de Cécile Babiol qui sera là entre deux. Donc voilà, si vous manquez Music for Code, mais c'est très, très intéressant parce qu'en fait, Music for Code, ça questionne vraiment ce rapport au passé et au futur, puisque en fait, c'est un chanteur lyrique qui, au lieu de vous chanter du latin, vous chante du code. Donc, on a hâte de voir parce qu'on n'a pas du tout, on peut pas se rendre vraiment compte de ce que ça en tout cas, signifie. Passé-futur, quoi. Qui questionne vraiment ce lieu déjà par... Finalement, l'abbaye de Maubuisson, en tout cas dans le côté culturel, c'est multi-artistes, puisque vous avez accueilli à la fois des conférences, des expositions, des artistes qui font des tableaux, d'autres des choses plus numériques, et puis de la musique. Et en tout cas, c'est vrai que... C'est un petit peu tous les arts, finalement. On a envie. En tout cas, c'est vraiment une ouverture. Enfin, la création, elle se situe au sens très large. Finalement, on est un chef d'entreprise, on est aussi un créatif assez dans un domaine très spécifique, mais c'est souvent des intelligences qui sont menées vraiment sur une forme de créativité et qu'on retrouve chez l'artiste de la même manière. On parlait de la différence tout à l'heure. Ça fait aussi partie de mentale qui est des fois différente, mais qui est très ouverte. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis gourmande de tout au niveau culturel, tout m'intéresse. Et ce lieu est vraiment un outil magique pour ça, vraiment, au sens premier de ce qu'il évoque, de ce qu'il est, de ce qu'il émane. C'est un petit peu un temple où on peut venir se recueillir pour être dans une phase de création et d'introspection par rapport à ça. Donc je pense que c'est très important, en tout cas, d'avoir des pratiques. Et puis on le voit aujourd'hui, les pratiques se croisent. Ce que j'aime dans l'exposition qui est là aujourd'hui, c'est qu'on est sur une forme de technologie, mais on ne la voit pas. Elle est au service de la pratique artistique avant tout. Après, ce qui fait le lien, le fil conducteur, le fil rouge, évidemment, c'est dans la lecture, dans le positionnement auquel on est sur la direction artistique, encore une fois. Alors c'est sûr qu'on est à l'abbaye de Maubuisson. La direction artistique, elle a une certaine tonalité, elle a une certaine couleur. On serait sur un autre site, elle aura une autre couleur. Voilà, il y a tout un contexte qui fait que on va aller sur des choix, sur des propositions artistiques qui correspondent à l'entité du lieu. Mais ça, c'est quelque chose que porte le lieu déjà. Donc voilà, il n'y a pas à réinventer la... Voilà, puis ce qui est très intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette mise en relation entre les créatifs que sont les chefs d'entreprise et les créatifs que sont les artistes. Tout à fait. Et ça, effectivement, c'est très intéressant. À sa portée, quoi. Contrairement à ces idées reçues, on les met dans des cases. Je pense qu'on a autant à s'apporter mutuellement dans nos différences. Mais il y a vraiment un point commun, en tout cas, qui est... Donc je rappelle, jeudi 12 décembre, la séance de dédicace du catalogue d'exposition électrique Ladyland. C'est à 19h à l'abbaye de Maubuisson. L'exposition en cours Proliturgia, ordinatrice du temps présent. Beaucoup d'artistes féminines à l'honneur, et ça c'est jusqu'en mars 2020. Et puis cette conférence rencontre apéro qui arrive le 16 janvier 2020 à 19h. Entretient-on un rapport religieux à la technologie? Et donc ce sera très intéressant d'avoir leurs réponses. On aimerait bien y être déjà. Alors, Marie Ménistry, on va rappeler peut-être comment on peut voir toute cette programmation, peut-être par Internet. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut taper? Il faut aller sur le site de l'abbaye de Maubuisson, qui est aussi en lien sur le site du Val d'Oise. Là, il y a toute la programmation. Je parlais d'Unicrène en confondant les deux tout à l'heure. Là, c'est une rencontre apéro le 19 mars. Donc, il y a d'autres événements aussi. Qui arrivent, bien sûr, dont on n'a pas parlé. Il y a nos activités qui sont là régulières. On fait des visites bébés pour que les parents qui ont des tout petits puissent voilà, il y a aussi... Donc c'est pour tout public. Voilà, c'est pour tout public. Il y a vraiment des offres qui sont là, qui reviennent. Il y a des visites histo une fois par mois. Enfin, tout ça, c'est retrouvé. Voilà, donc nouveau lieu à découvrir en Val d'Oise, l'abbaye de Maubuisson. N'hésitez pas à aller sur Internet ou bien sur le site du conseil départemental du Val d'Oise. Merci beaucoup Marie Ménistry d'être venue ce matin nous parler de ce nouveau lieu d'art culturel dans tout domaine d'ailleurs. Et puis nous, on essaye de vous retrouver demain pour un nouveau bar de l'économie. On vogue au gré de la grève, comme vous tous qui êtes peut-être au volant de votre voiture. Bon courage à vous en tout cas. On vous embrasse bien fort. Merci Marie. Électrique et bilan, je comptais sur vous les musiqueux pour m'aider. Impossible. Je sais pas.